Des conventions, celles signées aujourd'hui à Rabat à l'issue de la tenue de la 8e session de la Haute Commission mixte mauritano-marocaine. C'était donc aujourd'hui à Rabat sous la supervision des deux premiers ministres. Ça, c'est l'intervention du Premier ministre devant donc les assises de cette commission. Il a souligné l'importance de cette session. Une visite, celle effectuée donc par le ministre de la Santé à Nouadhibou, l'occasion pour lui d'inaugurer une unité de production de l'oxygène dans notre capitale économique. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 11 mars 2022 que nous commençons par le retour à Nouakchott du Premier ministre. C'était tout à l'heure donc un début de soirée. Voilà donc les personnalités à l'accueil qui attendent la descente du Premier ministre. Voilà l'avion ayant à son bord le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Il va se stabiliser et voilà. Et on attend la descente du Premier ministre. Et le voilà qui descend donc la passerelle. Il a été accueilli au bas de la passerelle par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation ainsi que certains membres du gouvernement. Il y avait aussi le directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Premier ministre qui revient de Rabat. Il était accompagné par une forte délégation comprenant notamment 6 ministres, la directrice de son cabinet ainsi que plusieurs autres personnalités. Et puis, je le disais donc, le Premier ministre revient de Rabat, la capitale marocaine, où il a co-présidé avec son collègue marocain les travaux de la 8e session de la Haute Commission mixte de coopération mauritano-marocaine. C'est une session qui s'est tenue aujourd'hui à Rabat. Ici, on voit les deux premiers ministres signer le procès-verbal des travaux de cette commission, poignée de main chaleureuse, échange de documents, n'est-ce pas? Et c'est une session qui a été également marquée par la signature de plusieurs conventions de coopération et plusieurs accords, conventions d'entente relatives à différents domaines. Je les cite en vrac, l'agriculture, il y a l'élevage, si vous voulez la production animale, il y a la pêche, il y a l'environnement. Il y a l'environnement et le développement durable, il y a le commerce, le tourisme, l'industrie, la santé. Il y a aussi la formation professionnelle, il y a l'habitat, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Il y a également des conventions donc, dans les domaines sécuritaires. Et puis, il y a un protocole d'accord également signé, cette fois, entre le patronat mauritanien et le patronat marocain. Nous reviendrons bien sûr beaucoup plus en détail sur cet événement dans nos prochaines éditions. Donc, je le disais, plusieurs accords de conventions ont été signés à l'occasion de cette session de la Haute Commission mixte maroco-mauritanienne. Une volonté ferme qui a été formée, qui a été donc exprimée lors de ces travaux. Et d'ailleurs, le temps a été donné dès l'ouverture de la séance d'ouverture de cette session de la Haute Commission mixte mauritano-marocaine. A été soulignée cette volonté réaffirmée par les deux premiers ministres. Et je vous propose d'écouter le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, s'adressant à son collègue marocain. Gouvernement, je vous remercie, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'accueil chaleureux. Et je vous donne l'engagement que le gouvernement mauritanien veillera à la mise en œuvre de toutes ces conventions. Et nous prenons acte de tout ce que vous venez de dire concernant l'interconnexion entre les deux pays, chose qui permettra de booster la coopération entre nos secteurs privés et surtout, une fois que ces infrastructures mises en œuvre,
vont permettre la liberté d'échange entre nos populations en termes de biens, de services et d'échanges. Ensemble, nous œuvrerons à la concrétisation le plus rapidement possible sous les orientations de chefs d'État. L'engagement est pris et Inch'Allah sera concrétisé rapidement. Merci mon frère Aziz Khanouch. Merci mon frère. Le Premier ministre, donc, lors de l'ouverture de cette session de la Haute Commission mixte mauritano-marocaine de coopération, donc un engagement est pris pour donc renforcer les relations et mettre en pratique les résolutions prises à l'issue de cette session. C'est dans le même sens aussi qu'a abondé le Premier ministre marocain, M. Aziz Khanouch. Je vous propose de le suivre. Monsieur le Premier ministre, on a eu des discussions ce matin en présence du ministre des Affaires étrangères sur les possibilités d'échange. Je profite de l'occasion de la présence aujourd'hui des secteurs privés et des confédérations des entreprises privées représentant les deux pays, de dire combien notre ambition de relever le niveau du développement et des échanges économiques entre les deux pays et que nous devons travailler ensemble pour améliorer, pour qu'on présente des projets concrets à nos chefs d'État pour l'avenir concernant l'amélioration de la connectivité aérienne, la connectivité routière également, mais également la possibilité de donner à l'échange humain, marchandises et services dans nos frontières. Cela va amener sûrement une nouvelle dynamique parce qu'il n'y a pas de barrière culturelle entre nos deux pays. Nous avons des populations qui se rejoignent. Aujourd'hui, nous avons besoin de leur donner les moyens logistiques pour aller encore plus, pour développer plus et pour entreprendre plus. Et nous comptons sur votre gouvernement et vous pouvez compter sur notre gouvernement pour essayer de trouver les solutions et les présenter à nos chefs d'État. Voilà donc cet échange entre les deux premiers ministres, c'était lors de l'ouverture des travaux de cette 8e session de la Haute Commission mixte mauritano-marocaine de coopération. Et à l'issue des travaux, les deux premiers ministres ont tenu une conférence de presse conjointe pour faire le bilan donc des travaux. Et vous allez entendre notre Premier ministre qui a fait une intervention en arabe. Il juge positif donc les résultats de cette session, l'intervention du Premier ministre traduite par Mohamed Khattat. Merci mon frère, chef de gouvernement Aziz Khanouch. Oui, vous avez raison d'affirmer que cette 8e session de la Haute Commission mixte de coopération a été une réussite et qu'elle a été couronnée par la signature de nombre de conventions de coopération dans tous les domaines vitaux touchant la vie de nos deux peuples frères. Et je vous remercie pour cela. Cette réussite témoigne de l'excellence et de la solidité des relations entre nos deux pays sous les directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, et de Sa Majesté le roi Mohamed VI, directives que nous-mêmes, en tant que deux gouvernements, œuvrons à exécuter pour accélérer la locomotive du développement en vue de permettre aux deux secteurs privés de la traduire sur le terrain. Et nous nous engageons devant vous à mettre en œuvre ces accords et conventions dans l'intérêt de nos deux pays frères. Je vous remercie encore une fois pour la générosité de l'accueil et de l'hospitalité, en espérant vous accueillir très bientôt en Mauritanie, votre seconde patrie. Encore une fois, merci. Le Premier ministre, lors de cette conférence de presse commune ou conjointe qui a clôturé donc les travaux de cette 8e session de la Haute Commission mixte mauritano-marocaine de coopération. Bien sûr, nous reviendrons beaucoup plus en détail dans nos prochaines éditions sur cet événement. Ici, ce sont les activités du Premier ministre en marge de cette session. Ici, c'est au siège du gouvernement avec son collègue marocain. Ils ont eu
un entretien. Ils se sont entretenus, bien entendu, là aussi, comme lors de la commission, là aussi, on a parlé des relations de coopération entre la Mauritanie et le Maroc et des voies et moyens pour les renforcer. L'entretien s'est déroulé en présence, bien entendu, du côté mauritanien par la directrice des cabinets du Premier ministre ainsi que l'ambassadeur de Mauritanie au Maroc. Ici, c'est une autre activité du Premier ministre en marge des travaux de cette session. Eh bien, c'est la visite qu'il a effectuée ce matin au mausolée où repose le roi feu Mohamed V. L'occasion pour le Premier ministre de lire la Fatiha sur sa mémoire et celle du roi feu Hassan II. C'est là avant de signer les livres d'or de ce mausolée, bien entendu, qui se trouve toujours à Rabat. Voilà pour cette visite du Premier ministre donc, au Maroc, là où il a co-présidé avec son collègue marocain les travaux de la 8e session de la Haute Commission mixte mauritano-marocaine de coopération. L'actualité nationale, c'est aussi la poursuite des concertations autour du projet de loi d'orientation relatif à la réforme du système éducatif, des concertations entreprises par les ministres de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Alors, qui a-t-il rencontré aujourd'hui dans le cadre justement de ces concertations? Abdullah Demeba. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melani Ouleye, s'est réuni avec les représentants des centrales syndicales de l'enseignement privé et ceux de l'association des parents d'élèves et d'étudiants. Il s'agit ainsi de présenter la loi d'orientation portant réforme du système éducatif. Plusieurs membres du personnel pédagogique ont aussi assisté à ces concertations. Ainsi, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melani Ouleye, a mis en avant l'importance de ces concertations ainsi que le rôle que doivent jouer les différents membres de la famille scolaire, dont les parents d'élèves, les centrales syndicales, afin que ces réformes puissent aboutir. Certains participants se sont exprimés. Tous les points de la concertation ont été... J'ai assisté moi-même à la concertation et j'ai remarqué que par rapport à la résolution, tous les points ont été étudiés et résolus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, comme dit, les réformes nécessaires ont été mises en place pour une meilleure école de notre pays. D'autres intervenants ont aussi déclaré avoir pris part à ces travaux afin de comprendre le contenu de ce projet de loi, particulièrement la responsabilité qui incombe à l'enseignement privé. Ils ont aussi apprécié l'appui dont ils ont eu à bénéficier pendant la période de l'avènement de la Covid-19. Au cours de ces rencontres, les parties prenantes ont pris part aux différentes commissions qui ont été constituées dans le cadre de ces travaux. Voilà, des concertations donc autour du projet de loi d'orientation relatif à la réforme du système éducatif, concertations qui ont regroupé aujourd'hui les représentants des syndicats de l'enseignement public et privé et les représentants des associations nationales des parents d'élèves et d'étudiants autour du ministre de l'Éducation nationale de la réforme du système éducatif. Pendant ce temps, son collègue, lui, de la santé, se trouve à Nouadhibou, la capitale économique. Là-bas, il est là-bas dans le cadre d'une visite d'information qui lui a permis de visiter plusieurs centres, plusieurs services relevant de son département. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber, compte-rendu revu en français par Melika Nakli. Cette visite au centre de santé de la Moukata de Nouadhibou, et plus précisément à l'unité de vaccination, a permis aux responsables de celle-ci de donner d'amples explications sur les procédures de vaccination employées et sur les capacités du centre dans ce domaine au ministre et à la délégation qui l'accompagne. Le ministre a également visité les différents services de ce centre de santé. Il a par la suite tenu une réunion au cours de laquelle les responsables du centre ont donné d'amples explications sur la mission du centre, les conditions des travailleurs, la nouvelle extension
et les défis posés par le coronavirus. La deuxième étape de cette visite du ministre a été l'hôpital des spécialités médicales et plus précisément l'unité d'oxygène de l'hôpital. Cette visite a permis au ministre de se rendre compte de visu de son rôle, de ses capacités dans la disponibilisation à Nouadhibou de ce produit essentiel en cette période. Par la suite, le ministre a présidé une réunion réunissant le personnel administratif de l'hôpital, des spécialités médicales et le personnel de l'hôpital en présence du wali de Dakhlet Nouadhibou, des autorités administratives et sécuritaires et des élus. Le centre de santé régional de Nouadhibou a été la dernière étape de cette visite du ministre. Sur place, il a présidé une réunion à laquelle ont assisté le personnel administratif et les employés. Les responsables ont fait une présentation sur son historique, les services prodigués, le personnel médical et sur les capacités à faire face au corona. La délégation ministérielle a également visité la banque de sang. D'autres pavillons étaient également l'objet de cette visite. Le ministre s'est également entretenu avec des patients et des visiteurs. Au niveau du service de l'hémodialyse, la délégation a reçu des informations sur ses capacités, les problèmes auxquels le service doit faire face et les efforts déployés pour que sa mission soit une réussite pleine et entière. Le ministre de la Santé a indiqué avoir été édifié sur le déroulement du travail au niveau du centre de santé, les résultats engrangés au cours de l'année 2021. Nous avons, dit-il, pu suivre des présentations sur les différents services et avons pu nous rendre compte des problèmes auxquels fait face le centre. En ce qui concerne les infrastructures, nous avons pu également nous rendre compte des efforts déployés pour surmonter les obstacles dans l'attente d'une solution définitive. En ce qui concerne l'hôpital régional, nous avons pu voir les services prodigués par le staff médical et nous rendre compte des conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent, d'autant que l'infrastructure de base de cet hôpital n'est pas à la mesure de ce qu'il devrait être. Le ministre a déclaré avoir également visité l'hôpital des spécialités médicales, dont l'unité d'oxygène et les équipements pour faire face au Covid. Grâce à Dieu, dit-il, la wilaya de Dakhlet Nouadhibou n'a plus de problème de disponibilité d'oxygène. Le ministre a déclaré que les directives du président de la République sont claires afin que les services de santé soient au niveau de ce qu'ils doivent être rapprochés des citoyens et à un prix abordable pour ceux-ci. Cette visite du ministre montre, si besoin était, l'importance accordée à la santé des citoyens par le gouvernement. Voilà pour la visite donc d'information et d'inspection effectuée aujourd'hui par le ministre de la Santé à Nouadhibou. Retour à Nouakchott qui a vécu aujourd'hui à l'ère du 50e anniversaire de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Un anniversaire placé sous le thème 50 ans d'excellence et de progrès. Une cérémonie a été organisée ici à la maison de l'OMVS en présence notamment du ministre du pétrole, des mines et de l'énergie aux côtés de ses collègues des 3 autres pays membres, à savoir la Guinée, le Mali et le Sénégal. Sur cet anniversaire et sur les objectifs de l'OMVS, un rappel avec Bokar Baileba. L'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, a pour objectif de réaliser l'autosuffisance alimentaire pour les populations, préserver l'équilibre des écosystèmes dans le bassin et réduire la vulnérabilité des économies des États membres. En Mauritanie même, près de 18% de notre offre d'électricité nous vient des infrastructures hydroélectriques de l'OMVS. Et la mise en marche du barrage de Gouina va améliorer ce taux, tandis que la construction de la ligne de haute tension 225 kV, Khaï, Limané, Taintan et Kifa, assurera l'intégration des wilayas de l'Est du pays dans le réseau interconnecté de l'OMVS. C'est également grâce à l'OMVS que Nouakchott est aujourd'hui alimenté par une source d'eau fiable et pérenne. Et grâce au barrage de Manantali et de Djama, plus de 130 000 hectares de terre sont désormais irrigables de ce côté du fleuve, pouvant ainsi contribuer de façon vitale à la sécurité alimentaire de notre pays. De son côté, le président du Conseil des ministres de l'OMVS, Serine Baïcham, ministre de l'eau et de l'assainissement du Sénégal, a fait le point sur le parcours de l'organisation et les interventions qui ont permis, grâce à la maîtrise et à la mobilisation en permanence de l'eau douce en quantité suffisante, de dégager d'énormes potentialités qui ont impacté significativement l'économie des États dans leurs principaux secteurs vitaux. À son tour, le haut commissaire de l'OMVS, Hamed Jan Semega,
a dressé le bilan des réalisations de l'organisation au cours des 50 dernières années, passant en revue l'historique de ses ouvrages et les perspectives de son action. Pour rappel, l'OMVS a vu le jour le 11 mars 1972 à Nouakchott. Il regroupe la Mauritanie, le Sénégal, le Mali et la Guinée. Voilà donc pour ce 50e anniversaire donc de l'OMVS qui a vu le jour, il faut le rappeler, le 11 mars 1972. Ici même à Nouakchott, et avant l'OMVS, eh bien, vous savez, cette organisation existait, mais elle s'appelait autrement, elle s'appelait l'ORES, autrement dit l'Organisation des États riverains du Sénégal. Et après la sortie de la Guinée-Conakry, donc, elle a pris le nom de l'OMVS, la Guinée, qui a rejoint par la suite donc l'organisation, cette organisation sous-régionale. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal, avec d'abord une page média, une page médicale, bien entendu, plutôt environnementale, en 3 volets. Le premier volet, c'est cette rencontre que la ministre de l'Environnement et du Développement durable a eue avec les PTF, les représentants des PTF, autrement dit les partenaires techniques et financiers amis du climat. Dans quel cadre s'inscrit cette rencontre? Élément de réponse avec Bokar Baïlaba. La réunion s'inscrit dans un cadre d'échanges réguliers avec les partenaires de la Mauritanie intervenant dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Il vise aussi à discuter des principales activités du ministère de l'Environnement et du Développement durable liées à la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement et préparer la participation de la Mauritanie aux grands rendez-vous internationaux prévus en 2022. Ainsi, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mariam Bekaï, a édifié le groupe de partenaires techniques et financiers Amis du climat sur les efforts de la Mauritanie dans la protection de l'environnement à travers une stratégie mise en œuvre à cet effet. Cette année, la communauté internationale se retrouvera à plusieurs rendez-vous importants. Des rendez-vous qui offrent l'occasion au département de l'environnement de promouvoir l'action environnementale de la Mauritanie et d'informer sur la mise en œuvre des engagements pris à l'échelle mondiale pour aller vers un développement durable qui crée de la richesse et des emplois verts et améliore la résilience des populations. Le groupe des Amis du climat a été mis en place à l'initiative de l'ambassadeur du Royaume-Uni et le coordinateur résident du système des Nations Unies à Nouakchott avant la COP26 climat qui s'est tenue à Glasgow en novembre 2021. L'appui de ce groupe a contribué à la réussite de la participation de la Mauritanie à ce grand rendez-vous mondial sur le climat auquel a participé le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani. En 2022, la jeunesse sera au cœur des activités du ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui sont placées sous le thème global « Une jeunesse formée pour une transition écologique assurée », avec la participation des écoliers du programme École verte, mis en œuvre par le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Et ça, c'était donc cette rencontre entre la ministre de l'Environnement et du Développement durable et les partenaires techniques et financiers du groupe des Amis du climat, rencontre qui s'est déroulée aujourd'hui. Le deuxième volet de cette page environnementale, il s'agit donc d'une exposition organisée justement par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, une exposition sur les zones humides. Cette exposition se déroule depuis hier au musée national, l'occasion pour la ministre de l'Environnement et du Développement durable de souligner avec force l'importance de ces zones humides. Cette exposition d'images portant sur des zones emblématiques traduit le paradoxe dans lequel se trouve notre pays, à la fois riche de ses écosystèmes humides, multiples et variés, qui couvrent près de 4% de son territoire, alors que l'accès à l'eau demeure toujours un défi. Notre pays ne compte pas moins de 260 zones humides. Côté littoral, nous avons le parc national du Bandarguin, le parc national du Djaouling et le Chatboul. Au niveau de la partie continentale, les zones humides sont malheureusement moins connues, bien que plus nombreuses, mais aussi plus petites. Et comme elles ne bénéficient pas d'un statut particulier de protection, elles subissent d'importantes pressions dues aux activités humaines, en plus des effets du changement climatique.
nous avons déjà identifié 2 nouvelles zones pour lesquelles un plan d'aménagement et de gestion sera élaboré cette année et un processus d'inscription sur la liste Ramsar sera lancé. Il s'agit du lac de Mal au Brakna et de la Tamourt de Gungel dans le Hod el-Qarbi. Cette exposition vise à sensibiliser nos concitoyens sur la corrélation qui existe entre le potentiel environnemental de ces zones et l'accès aux sources de revenus et au bien-être. La ministre de l'Environnement et du Développement durable à l'occasion donc de cette exposition sur les zones humides, exposition qui se déroule au musée national. Le 3e volet de cette page environnementale concerne donc le projet pour une meilleure gestion et une restauration des écosystèmes du Delta. Lancement de ce projet, c'était hier à Rosso, la capitale du Trarza. Et c'est un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Doundamar, compte rendu revu en français par Abdullah Demeba. C'est la mise en œuvre sur une superficie estimée à plus de 600 000 hectares de la superficie totale de la réserve de biosphère. Pas moins de 375 000 âmes résident dans ce territoire comprenant 5 communes dont 2 en Mauritanie et 3 au Sénégal. La zone centrale comprend une dizaine d'aires protégées dont 2 en République islamique de Mauritanie et 8 au Sénégal. Le lancement de ce projet de collaboration transfrontalière pour une meilleure gestion et une restauration des écosystèmes du Delta a donné lieu à une cérémonie au cours de laquelle les experts des 2 pays et responsables de ce projet se sont réunis. Le hakim de la Muqata de Rosso, Mohamed Cheikhoul Abderrahman, a souhaité la bienvenue aux participants à ces rencontres. Il a fait part de l'objectif de ce projet réunissant la Mauritanie et le Sénégal. L'idée d'ériger l'ensemble de cette zone périphérique en réserve de biosphère reposer sur des raisons suivantes. Sur le plan social, elle permettra à la population de renforcer sa mainmise sur les ressources naturelles de la zone dans un cadre de concertation et de résoudre des problèmes de développement, notamment ceux relatifs à l'accès à l'eau potable, au désenclavement, la santé et l'éducation. Depuis 2015, nous appuyons le PND dans la mise en œuvre de son plan d'aménagement et de gestion à travers des financements qui se sont accrus au fil des ans sous forme de subventions jusqu'à arriver en 2022 à un montant de 190 000 € qui appuie en fait la mise en œuvre des 6 axes du plan d'aménagement et de gestion du PND. Nous sommes assez satisfaits de la collaboration et des avancées depuis cette date. D'autres intervenants se sont exprimés. Il s'agit notamment de Mohamed Béchir Dia, représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature, et le directeur adjoint de la réserve nationale sénégalaise, le colonel Paul Moïse. Ils ont tour à tour salué la collaboration existante entre les 2 pays. Ils ont aussi affirmé que ce projet va permettre de booster la coopération bilatérale entre les 2 États dans ce secteur. Voilà donc pour cette cérémonie qui s'est déroulée hier à Rosso et concerne donc le lancement du projet pour une meilleure gestion et une restauration des écosystèmes au niveau du Delta. Cérémonie donc avec participation et de la Mauritanie et du Sénégal. Après l'environnement, la jeunesse avec ses gestes du projet de prévention des conflits et de la promotion des dialogues interculturels, des gestes à l'intention de plusieurs associations de la jeunesse. De quoi s'agit-il, Mohamed Khattat? C'est une cérémonie de signature de subventions et attributions directes accordées à plus de 160 associations de jeunes de toutes les wilayas du pays, regroupées en 68 consortia de demandeurs d'attribution qui se partagent une enveloppe de 168 millions d'anciennes ouguiya. Dans le cadre du projet Samah, prévention des conflits et promotion du dialogue interculturel, mis en œuvre par le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et de relations avec le Parlement, avec le suivi et le conseil de la délégation de l'Union européenne. Pour le coordinateur du projet, M. Mohamed Salim El-Boukhres, cette cérémonie d'octroi de subvention est le couronnement d'un long processus qui est passé par les premières étapes de diagnostic des principaux besoins des jeunes organisés en association, puis de renforcement de leurs capacités ainsi que leur accompagnement et leur encadrement. Il est vrai que cette vague de financement intervient après le succès rencontré par la première édition du projet Samah, couvrant 9 wilayas du pays.
De son côté, le représentant de la délégation de l'Union européenne a souligné. Au nom de l'Union européenne, permettez-moi de féliciter toute l'équipe de ce projet pour les efforts et pour l'achèvement de cette étape d'importance qui s'inscrit dans le cadre général de l'engagement vis-à-vis des jeunes dans l'action extérieure de l'Union européenne et en l'occurrence du partenariat avec la Mauritanie. Le fait de dédier spécifiquement une place à la jeunesse est motivé par notre ferme conviction qu'il est crucial pour l'avenir d'une société, d'un pays, d'un continent, d'investir dans sa jeunesse. Il convient de noter que ces subventions et attributions directes proposées et entièrement gérées par les jeunes viennent en appui à leurs activités d'insertion socio-économique, de promotion de la paix. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction, soulignant que le projet consolide leur positionnement dans leur environnement direct et partant leur communauté. Voilà donc pour ce projet. On termine ce journal par cet hommage à une icône de la presse audiovisuelle. Il s'agit de Feu Naham Seyidi. Une soirée a été organisée hier soir à sa mémoire par l'association des journalistes mauritaniennes en collaboration avec El Mauritania Najajekani. C'est une soirée dédiée à la mémoire de la journaliste Feu Naham Seyidi, organisée par l'Union des femmes journalistes à l'occasion de la Journée internationale de la femme. S'exprimant à cette occasion, la conseillère au ministère de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mme Grandida Hanna Hamoud, a précisé que cette soirée témoigne l'attachement aux principes et valeurs de la noble mission du journalisme, représentée par la première femme des médias, louant son intégrité morale, son professionnalisme, tout au long de son parcours. Elle a indiqué que l'effort du ministère pour développer le domaine journalistique s'inscrit dans le cadre du programme de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. De son côté, la présidente de l'Union des femmes journalistes, Mme Lemneyem Tsidi, a indiqué que son association tenait à honorer la défunte afin de pérenniser sa carrière. Rappelant qu'un prix portant le nom de la disparue a été décerné l'année dernière et que l'Union s'apprête à sa 2e édition. La soirée a été marquée par des exposés sur le parcours de Feu Mme Naham Seyidi, première femme mauritanienne à entrer dans le monde des médias en Mauritanie. Présentatrice à la radio, mais aussi à la télévision, que Allah ait son âme. Voilà, sur cet hommage se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Rabat avec la tenue de la 8e session de la Haute Commission mixte mauritano-marocaine de coopération qui a été sanctionnée par la signature de plusieurs documents, conventions et conventions d'entente dans différents domaines. Ici, lors de l'ouverture de cette session, l'intervention du Premier ministre soulignant donc l'intérêt qu'accorde la Mauritanie aux bonnes relations avec le Maroc. Et ici, c'est la visite d'information et d'inspection entreprise à Nouadhibou par le ministre de la Santé, l'occasion pour lui de visiter plusieurs services relevant de son département dans notre capitale économique. Et puis, je vous rappelle, comme toujours, de ne pas oublier de continuer à respecter les mesures préventives et de vous faire vacciner si ce n'est pas déjà le cas, même malgré la baisse donc de la tendance des cas positifs de la Covid-19. Cela ne veut pas dire qu'il faut pour autant baisser la garde, et loin s'en faut. Eh bien, continuez à respecter ces mesures et faites-vous vacciner. C'est la seule arme la plus efficace contre la Covid-19. Et ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches, et tous vaccinés, tous protégés. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.